Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Duel Time. Et là, vous pouvez voir juste au-dessus de mon doigt un petit drapeau belge. Et oui, on part en Belgique, à Liège, à la rencontre de Kader qui va nous raconter son histoire avec sa Breitling Avenger Skyland, référence A13380. Et oui, les amis, moi je suis en région parisienne, je vais pas y aller avec l'Airbus double étage 380. On va y aller sur Skype tous ensemble. C'est parti pour un nouvel épisode de Duel Time. Salut Kader, ça va? Bien Xavier et toi? Oui, Bonjour. tu m'as entendu arriver là avec le supersonique Airbus A380. Bah écoute, t'as été assez discret, j'ai pas entendu grand-chose. Bon, eh ben écoute, c'est cool. Bien évidemment, c'est le petit jeu de mots. Donc, on te rejoint en Belgique. Et là, l'idée, c'est que tu nous parles de ta Breitling. Alors, je ne sais pas si tu le sais, évidemment, ça ne concerne que nous deux. Mais dans quelques minutes, il y a un autre épisode de Duel Time sur une Breitling Super Océan, un peu vintage là, qui va passer sur la chaîne. Beaucoup de Breitling sur la chaîne, les amis. Et on commence avec toi, Kader. Alors, cette Avenger Skylab, raconte-nous tout. Alors, c'est une montre que j'ai achetée il y a à peu près 7 mois Ouais, pour mes 10 ans de mariage avec mon épouse. ouais. J'ai toujours été attiré par Breitling, ça a toujours été une de mes manufactures favorites. L'esprit aviation militaire, etc. m'a toujours intrigué. Je vois encore les vitrines avec les casques de pilote quand j'étais gamin. C'est pas ma première Breitling. J'avais eu une Aerospace qui avait une vingtaine d'années et après j'ai eu une petite Colt. Grosso modo, je les ai revendues entre autres pour pouvoir acquérir celle-ci. Ah, un Euh, fan de. T'es un Breitling fan, quoi. Je suis un Breitling fan avec un objectif, mais voilà, on en parlera peut-être un peu après. Et voilà, celle-là, bah, c'était pour marquer un coup, donc je voulais quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, sérieux que la petite Colt 36 mm que j'avais, qui était un peu petite pour moi d'ailleurs. Donc ben là, niveau taille, c'est clairement autre chose. Ah bah là, Euh, on est servi parce que la Colt en 36, là, elle est en 45 mm, celle-ci, hein. c'est ça. Là, la Colt, tu la mets dedans, quoi, hein. Ah oui, carrément, ouais, ouais, ça c'est clair. Donc voilà, mon premier chronographe Breitling, c'était ma première montre Cosc aussi. Ouais, Voilà, je l'ai acheté d'occasion, puisque c'est une montre qui ne se fait plus, puisqu'en fait, il l'appelle Skyland, c'est en fait l'Avenger 1. ouais, On la reconnaît entre autres au bout de l'aiguille du chrono qui est carré et pas en pointe. ouais. Euh, J'aime pas trop acheter des montres neuves, un peu comme toi, je crois. Ah, Donc, tu vas nous raconter pourquoi, mais avant de rentrer dans le neuf ou pas le neuf, moi je suis pas très connaisseur de Breitling. Une des raisons à ça, c'est que c'est pas trop ma came à titre personnel. mhm. Et puis ça a pris un temps assez incroyable, hein. Il a fallu une saison complète de petites montres entre amis pour voir une Breitling arriver. Ça m'a beaucoup surpris. Donc je connais pas spécialement, mais il y a il y a des collections, on va dire, des modèles plus connus, Navitimer notamment, et d'autres. Et celle-ci, moi j'aime toutes les montres, toutes celles qui peuvent venir sur la chaîne avec toutes les histoires, c'est vraiment intéressant. Mais toi qui es un fan de Breitling, qu'est-ce qui fait que tu es pas allé sur le blockbuster de Breitling, c'est-à-dire Navitimer ou Super Océan ou des choses comme ça? Alors, moi, je vois l'horlogerie comme un voyage. J'ai débuté avec des petites fossiles parce que j'aimais bien les montres, et puis de petit à petit, on monte un peu de gamme ou des choses différentes. Celle-ci, bah, il fallait marquer le coup, donc c'est pour ça que j'ai cherché une Breitling parce que pour moi c'était avec Omega les deux marques qui me tiltaient le plus. Ouais. Alors pourquoi pas la Navy Timer? Bah parce qu'elle viendra un jour, ça Ah, c'est ça c'est clair, elle ouais. est planifiée. Mais par contre la Navy Timer, il il y a des choses qui j'ai du mal à trouver exactement le modèle que j'ai en tête parce qu'il y a eu un nombre incalculable de modèles. Et le jour où j'achèterai une Navitimer, j'aimerais avoir le mouvement manufacturé par Breitling.
D'accord. Et pas comme dans celle-ci, même si c'est un super bon mouvement, le Vajou 7753, amélioré par Breitling pour pouvoir passer en COSC. La Super Océan était dans le choix, parce que j'ai été voir pas mal de Super Océan avant de voir celle-là. Ouais. Et puis au final, super bonne occasion, était impeccable, full set, chrono, donc encore mieux par rapport à ce que je recherchais. Ouais. Je n'avais même pas regardé les chronos en me disant bah, c'est hors du budget que je m'étais fixé, et puis voilà, celle-ci est tombée. Comme tu as parlé de la taille, bah, c'était vraiment une crainte quand j'ai été la voir. Je me suis dit, ouah, ça ira pas, ça va être un boulon. Et en fait, non, je l'ai passé au poignet et c'était fait. Ah, écoute, j'essaye de pouvoir mettre des petits sons et des punchlines, mais pour ton truc de boulon, je te mets un petit son comme ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu disais c'est une histoire, c'est ça, hein, Mhm. Un voyage horloger. c'est un voyage. Moi, j'utilise le concept c'est le chemin qui est important. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, et donc toi, tu es en route. Tu es en route pour une Navitimer prochainement et tu prendras le temps que tu souhaites. Et ça, c'est vraiment sympa. Tu sais que sur la chaîne, il y a vraiment quelque chose que je trouve intéressant, c'est de challenger l'invité sur l'adjectif qui pour lui caractérise le mieux cette montre. Ce serait Mhm. quoi l'adjectif pour toi? Alors forcément, j'y ai réfléchi. Ah oui, oui, oui. C'est légèrement mastoc. Légèrement mastoc parce qu'on ne peut pas le nier, c'est un boulon. Hein. Tu as vu les photos, elle est légèrement épaisse. Ah ouais, c'est super. Euh, Montre-la nous là. Je vais te mettre en écran histoire que on voit bien la montre. Ouais, ouais. Combien elle fait voilà. d'épaisseur? J'ai mis 45, les amis. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû mettre l'épaisseur Alors, je pour un viens de tel la boulon, quoi. remesurer. Hein? Elle fait 17 mm. Ouais, Et ouais. alors, l'adjectif que j'ai choisi, légèrement mastoc, c'est parce qu'en fait, une fois que tu la passes au poignet, tu ne la sens pas. C'est une des montres que je trouve les plus légères à porter. Alors oui, elle a son poids, mais en fait, c'est grâce au bracelet principalement. Ouais. Quand je l'ai trouvé, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir le bracelet métal. Et puis au final, le bracelet en caoutchouc, j'ai des poignets qui gonflent énormément en été. Hmm. Et elle a la boucle déployante réglable. Et ça, en un quart de seconde, hop, tu as réglé ta montre, elle est plus serrante, ou tu la rouvres. Et Ouais. ça, c'est vraiment un système génial. Quand tu dis Euh, réglable, c'est réglable avec des petits crans vraiment juste pour ajuster. c'est ça, Ouais. pour ajuster. Maintenant, l'ajustement est quand même assez important. Entre le plus serré et le plus ouvert, il y a bien 1 centimètre. Donc, en été, pour moi, ça c'est génial. Et alors, le fait aussi qu'on ne la sente pas, c'est justement le fait que c'est un caoutchouc qui est assez rigide. Donc, on le voit comme ça, il se tient bien. Ce qui fait que la montre n'a pas tendance à descendre un peu en bas ou être un peu trop haut sur le poignet. Ouais, Ce que ouais. j'ai souvent. Ouais. Bah, qui peut être l'un des problèmes du bracelet acier en général. C'est-à-dire que si l'été il fait un peu plus chaud, t'as les poignets qui gonflent un peu et t'es un peu plus serré. C'est ça. S'il fait très très sec et froid, tu peux avoir la montre qui se balade sur le poignet, mais ça, il y a des gens qui aiment, hein. Moi, je sais pas trop. Parfois, j'aime bien quand c'est serré, parfois non. En fait, ça dépend des montres. Mais là où je te rejoins, c'est que probablement le côté un peu adhésif dans le bon sens du terme, Mhm. de la matière du bracelet fait que tu ne ressens pas le poids. C'est ça. Ouais. Parce que par exemple, ici, je porte une montre avec un bracelet métal, bah, tu le vois directement, bah, elle tombe. Qu'est-ce que tu portes comme montre là? Une Tag Heuer Aquaracer. Superbe. Donc, oui, très chouette aussi, mais au final, en été, mon boulon est plus agréable à porter. Très bon, très bon. Ce que je peux te dire déjà, c'est qu'il n'y a pas de Tiger Aquaracer dans les quatre montres sur lequel il va falloir que tu nous donnes un petit peu ton avis tout Ok. à l'heure. Quel est le petit détail sur cette montre que tu aimes beaucoup? Alors, il y a deux choses que je n'ai pas remarqué directement. C'est que les cadrans du chrono, en fait, sont séparés en deux. Il y a une partie qui est lisse et une partie qui est lignée. On le voit d'ailleurs, je pense, sur les photos. Je ne sais pas si tu sais le voir à la caméra.
Bah, Je pense pas. j'essaye. Ouais, 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 si, si, ouais. En fait, elles sont sur Donc, deux épaisseurs différentes. c'est ça. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Et il y a un petit détail que dont je me suis rendu compte après coup, en fait. C'est une fois en prenant des photos pour un groupe Facebook sur lequel je suis. D'abord, j'ai cru que j'avais un coup sur la montre. En fait, c'est pas un coup, c'est le B de Breitling qui est sur la lunette, Ouais. mais sur la tranche de la lunette. Je sais pas si on le voit. J'essaye de trouver ça. Ce que je vois, il y a une photo en très très gros plan où on voit les amis, vous le voyez, hein, on voit le cadran secondaire qui est à 12 heures. Et Mhm, effectivement, on voit qu'il est coupé en deux, hein, comme s'il y avait une part de gâteau qui était partie c'est ça. et l'autre part qui est là. Et bah, tu sais quoi, en regardant les images que tu m'as envoyées, vraiment merci beaucoup, elles sont super avec de la couleur. Tu as pris soin d'enlever le bracelet, c'est vraiment agréable. J'avais pas remarqué ce truc-là, tu vois. Moi, le petit détail que j'aime bien, comment dire, euh, verticalise la montre. Là où elle est très très ronde avec les appendices classiques des Breitling, c'est-à-dire Mhm, les index sur la lunette, les index cardinaux sur la lunette qui sont proéminents, etc. Quand on voit les chiffres 2, 4, 5, 8 et 10, enfin, il y a une strie verticale qui donne une dynamique mhm. au cadran Ouais, tout à fait. que je trouve vraiment très sympa. Très sympa. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette montre que tu as, puisque c'est ta troisième Breitling, hein, tu en as vendu deux schématiquement pour t'en financer une autre, puis tu nous as parlé d'une Tag Heuer, donc ça veut dire que tu as d'autres montres, etc. Qu'est-ce qu'il y a sur cette montre qui, non pas t'a déçu, mais où tu te dis, tiens, ça aurait pu être un petit peu mieux si ça avait été comme ci, comme ça, etc. La seule chose sur laquelle je pourrais revenir, peut-être, c'est le fait qu'elle est totalement en polymiroir. Ouais. Donc, elle prend pas énormément les griffes, donc Mm. ça, c'est assez agréable. Mais j'aurais bien vu un petit jeu brossé polymiroir ou quelque chose comme ça, Ouais. pour lui donner peut-être un peu plus de contraste. Ouais, ouais. Donc là, tu fais référence à la boîte, hein, qui est intégralement C'est ça, ouais. polymétallique et on va dire le réhaut de la lunette, C'est ça. alors que pour le coup, la lunette, elle est brossée, elle. C'est ça, oui, voilà. Un petit jeu comme ça aurait été, mais voilà, Ouais. ça aurait été du luxe. Et il y a aussi une autre chose qui était ultra importante pour moi, c'est que je voulais une Breitling avec les ailes. Je suis horrifié depuis qu'ils ont enlevé les ailes au B de Breitling. Ouais. Donc, c'est entre autres pourquoi je peux pas acheter une Navitimer neuve. C'est intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand connaisseur de Breitling. À quelle année? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé les ailes pour revenir au logo Breitling ancestral. Enfin, ça semble enfin, ancestral, d'il y a longtemps. Je pense en effet, ils ont fait ça il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais 5 6 ans, grand Ouais. maximum. Ouais. Euh, Et donc, à quelle époque ils les avaient mis, les ailes? Ouf, ça je saurais pas te dire. Ouais. Aucune Ok. idée. Ok. Ils ont fait ça quand il y a eu vraiment un renouveau de la gamme. On est sorti du Breitling bicolore, métal or, chronomate des années 90 et 2000. Bon, il y en a qui ça a son charme, mais voilà, moi c'était pas mon truc. Mm. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont un petit peu renouvelé la gamme et ils ont enlevé les ailes. Et Ouais. Ouais. pour des montres de pilote, ça Ouais. m'embête. Alors, comme, comme je le disais tout à l'heure, là, dans quelques minutes, il y a les amis, vous pouvez aller le voir maintenant, puisque nous, on enregistre en différé. Mais donc, l'épisode, il sera disponible. Il y a un duel time avec Sébastien, qui est en région lyonnaise, et qui présente une Super Océan qui a un petit peu plus de 20 ans, et qui, pour le coup, est intégralement en polymiroir, Mhm. même la lunette, et la Ouais. photo que j'ai choisie pour illustrer la vignette et qui a déjà suscité des réactions, c'est que il y a tellement de reflets avec le polymiroir et comme elle a plus de 20 ans, en fait, tu as l'impression qu'elle est griffée de partout. Et effectivement, c'est le problème des montres qui sont intégralement ou en grande partie polymiroir, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu l'ADN de Breitling, ça, le polymiroir. Oui, Ou alors c'est l'ADN de Breitling sur les montres qu'ils ont fait il y a
à partir de 90, 95, 2000, c'est-à-dire peut-être le ventre mou pour toi de Breitling par Mhm. rapport à ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils refont maintenant. Ils ont fait effectivement à ce moment-là beaucoup de polymiroirs. Les super océans dont tu parles, j'ai été en voir pas mal. Mais voilà, c'était pas, il n'y a pas eu l'étincelle magique. Ouais, Mais oui, le polymiroir, bah, ça a aussi des avantages. C'est que tu l'as au poignet, il fait beau, on la remarque, ça brille. ouais. Alors par contre, Euh, il y a un désavantage énorme, hein, c'est que quand un invité de petite montre entre amis vient avec un polymiroir pour faire les photos, c'est l'enfer. Et si en mais, plus, il n'y a pas de traitement anti-reflet sur le verre mhm, saphir, alors là c'est chaud. ça devient compliqué. Mais comme je disais ici, elle prend pas énormément les griffes. Ce qui prend énormément les griffes, par contre, c'est la boucle. La boucle, celle-là, bah, forcément, posée sur le bureau quand tu travailles, Ouais, ça prend les micro-rayures, bien sûr. mais un coup de polywash dessus et ça revient nickel. Bien sûr, Euh, le fameux Polywatch, les amis, combien ça coûte un petit tube de Polywatch? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté. Ça doit faire 2 euros, 2,50 €, quelque Ouais, chose comme ça. ouais, C'est pas très très cher. c'est un truc magique. Alors, tout à l'heure, on parlait de neuf d'occasion. Donc, celle-là, tu l'as achetée d'occasion il y a 7 mois. Donc, Mhm. bravo pour tes 10 ans de mariage. Merci. Elle avait quel âge cette montre quand tu l'as achetée? Elle est de 2006, Ouais, ouais. donc elle a déjà son âge. Ouais. Mm. Tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait qu'elle soit de 2006? Dis-moi. Bah, c'est justement quand je regarde la boucle déployante. Ah oui. C'est-à-dire que une boucle déployante comme ça, on va dire, peut-être que je me trompe sur le terme, mais qui n'est pas une boucle papillon, je pense Mhm. qu'aujourd'hui, euh, toutes les boucles déployantes sur des bracelets synthétiques comme ça, en fait, elles sont toutes petites, elles ne se voient pas parce que tout le mécanisme est sous le bracelet. C'est possible, Et ça, je trouve que c'est ce que tu as là, c'est très stylé, enfin d'une époque qui est déjà révolue. Et je trouve que ça a son charme aussi. mais en fait, oui, la boucle va très bien avec la montre parce que tu vois, ça donne un équilibre. Elle est aussi en polymiroir. Il y a le fameux logo qui est super beau dessus. Donc la boucle, c'est une très belle pièce en elle-même, hein. Que ce soit en termes de mécanique ou de style, la boucle est juste magnifique. Et moi, c'est un avantage fou, c'est de pouvoir régler ça. La montre que je recommande pour le moment, c'était un must-have, c'était d'avoir une boucle comme ça, quoi. Ok, bah, effectivement, tu reviens sur un sujet essentiel, c'est-à-dire qu'avec le type de book que je décris, c'est-à-dire beaucoup plus discret, il me semble pas, mais dites-moi les amis si je me trompe, qu'il puisse y avoir un réglage rapide. Eh ben écoute, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut rapidement parler de budget avec ce type de modèle? Oui, ça tourne autour, si on regarde sur Chrono 24, autour de 2500 €. Ouais, Donc voilà, c'est à peu près la tape. ça c'est tarif donc d'occasion, hein. Mhm. Elle est encore en catalogue cette affaire? Non, elle est plus en catalogue. Et à l'époque, quand elle l'était, tu te souviens du prix? Oui, 5300. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça te dit, ça, d'acheter, de te dire la montre que tu as achetée, elle a perdu ou elle a gagné, chacun voit midi à sa porte, Mhm. elle a perdu le double de sa valeur, on va dire, en considérant qu'il n'y ait pas d'inflation, hein. Alors, le prix des montres, c'est un truc que j'étudie beaucoup. Euh, En fait, je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui sont sans doute trop chers neufs. On le voit d'ailleurs quand tu regardes un peu les prix de vente. Tu penses à qui? À quel modèle en particulier? Bah, entre autres chez Breitling, ils ont des modèles qui ont des prix cohérents par rapport à ce que c'est. Les super océans, pour le moment, tournent autour de 3500 €. C'est une bonne montre, mais dès que tu veux avoir un mouvement manufacturé, là, on parle d'un autre budget. Donc, une montre perde de la valeur, je pense que c'est normal. Euh, Maintenant, ce qu'il faut, c'est, enfin, moi, ce que je regarde toujours quand j'achète une montre d'occasion, c'est est-ce que le prix que je l'ai payé, c'est le prix qu'elle vaut sur le marché. J'ai pas envie d'acheter une montre trop chère juste parce que je la veux tout de suite. Oui, J'essaye de réfréner ça. oui, J'essaie de l'acheter au juste prix parce que c'est pas impossible, enfin, peut-être pas celle-là, mais qu'un jour je la revende et je veux pas perdre des sous dessus. Voilà. ouais, Je veux pas en gagner, mais pas en perdre. ouais. Et si on parle de tout ce qui est
Rolex et autres. Moi, c'est quelque chose qui me fait hérisser les cheveux sur la tête, d'entendre des montres qui sont plus chères au marché gris que chez les distributeurs. C'est des choses qui me rendent... J'ai du mal à comprendre, en fait. Ouais, Je comprends le mécanisme, mais ouais. Ça, c'est pas c'est, pour je moi. pense que le marché gris, c'est quelque chose qui est différent. C'est un déséquilibre entre l'offre et la demande, ou la demande et l'offre Mhm, qui est absolument colossale. Et puis, je pense que il faut vraiment être de l'intérieur du marché vis-à-vis des AD, qui subit quoi, etc. Là où je trouve intéressant et plein de sagesse, ce que tu dis, c'est que toi, tu regardes les montres qui te plaisent, tu t'affines, tu recherches, etc. Et tu ne te précipites pas, c'est réfléchi, et puis tu es sûr des modèles. Je veux dire, cette Breitling-là, elle fait pas partie, à tort ou à raison, et peu importe, parce que c'est pas le sujet, toi, qui t'intéresse, elle fait pas partie de ces 10, 20, 30 montres, tu vois, théoriquement, facticement mythiques, mhm. ou iconiques. Et moi, ça me plaît, parce que tu vois, t'achètes une montre qui, il y a 10 ans, valait 5 000 balles, tu l'achètes moitié prix, c'est le modèle qui te plaît, tu le cherches, tu le chines, entre guillemets, bah c'est plus, non pas respectable, c'est pas le terme, les amis, je m'adresse à vous, les abonnés, en disant ça, bien évidemment, mais Kader, il n'a pas de problème sur le fait que la Submariner, elle n'est pas disponible neuve chez un AD. Parce qu'il ne cherche pas à acheter la montre que tout le monde veut acheter. Il est sur autre chose. Il y a une telle diversité dans l'horlogerie, toutes marques confondues, et quand on y ajoute les montres d'occasion, celles qui sont plus faites, et les vintage, c'est des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de modèles. Il y a vraiment moyen de se régaler, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, c'est clair que, comme tu disais, ça fait pas partie des top, top best-sellers de chez Breitling ou des autres. Euh, voilà, effectivement, quand tu reprends tous les montres d'occasion, etc., qui existent, qui sont plus fabriqués, parfois il y a des modèles qui plaisaient mieux avant, qui ne sont plus faits, etc., ça te donne un choix qui est vraiment bien plus large. Mm. Euh, et on le voit, le vintage a vraiment le vent en poupe en ce moment. Mais je pense qu'il n'y a pas que le vintage. Tu as bon nombre de montres qui sont quasiment neuves d'occasion. Et ça te permet peut-être d'en acheter deux là où tu n'en aurais acheté qu'une. Ouais, ouais. Euh, Et c'est donc il y a là, ça. ouais, bien sûr. Et c'est là où on arrive au deuxième sujet dont on ne va pas parler maintenant parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis moi, à titre personnel, il m'intéresse pas beaucoup, sauf si toi tu as envie d'en parler. C'est que, comment dire, dans 99,9% des cas, une montre comme ça mécanique, d'abord, ça coûte une fortune pour une précision catastrophique par rapport à une montre à quartz et un téléphone. Et une fois sur 1000 ou sur 10 000, peut-être, peut-être que vous pourrez gagner des sous. Donc si on prend le top 10 des montres les plus désirables du marché actuel, même si ça peut évoluer, bah oui, ok, il y a 10 montres où vous l'achetez et elle prend de la valeur. Sinon, c'est comme une bagnole, vous perdez, c'est comme des chaussures, vous perdez, c'est comme du vin, vous perdez. Évidemment, si vous êtes investisseur, bah, et vous ne parlerez pas de votre montre comme Kader vient d'en parler, parce que toi, tu n'as pas investi, tu t'es fait plaisir, ce qui n'empêche pas le fait que tu n'as pas envie de faire une mauvaise opération en l'achetant. Voilà. C'est ça, Et voilà. ça, la Je veux nuance, pas faire elle une est quand mauvaise même opération. colossale. Ouais, c'est ça. À chaque fois que j'achète une montre, c'est important pour moi de ne pas faire une mauvaise opération. Je cherche pas forcément à faire une affaire de fou. Quoique celle-ci, je ne l'ai pas payée 2005, mais euh, voilà, j'ai pas envie de me dire, ok, je l'ai, ben, mince, j'en vois 2 jours après la même, moitié prix, quoi. Bah oui. Voilà, c'est simplement ça, et puis bah, ça me permet, en chinant un peu, comme tu dis, à trouver une au bon prix. Et ça me permet peut-être d'acheter autre chose à côté, un bracelet, une boucle, n'importe quoi, une autre montre. Hein. Ah, c'est super. Eh ben, écoute, tu nous as présenté, défendu cette Breitling Avenger Skyland, vraiment avec beaucoup d'émotion, de la précision, de l'empathie pour ce modèle. Je ne sais pas si je vais réussir à te séduire avec les 4 modèles que je vais te présenter. Mais les amis, je vous le rappelle, le fonctionnement, maintenant je vais montrer
4 modèles différents à Kader. Et évidemment, avec tout ce qu'il nous raconte, on sent bien que c'est un connaisseur qui regarde tout dans les moindres détails, etc. On va essayer de comprendre comment ça tourne dans sa tête quand il regarde une montre et qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui lui plaît pas. Et vous les amis, bah, bien évidemment, vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous regardez les 4 modèles, et puis après, dans l'onglet communauté de la chaîne, vous pourrez voter pour votre montre préférée, l'une des 4, ou bien évidemment la Breitling de Kader, mais lui il ne peut pas voter pour sa montre, donc il sera obligé de nous dire laquelle lui plaît. Alors, t'es prêt Kader? Oui. Là je commence avec du très atypique, mais du très très lourd les amis, jamais vu sur la chaîne, et il faut que ça change. Là, je t'envoie une Favre-le-Bas, Raider Harpoon, étanche à 500 mètres. Les amis, renseignez-vous sur Favre-le-Bas. Ça a démarré au début du 18e. 18e, c'est 1700. 1718 exactement. Certes, c'est devenu Favre-le-Bas quasiment un siècle plus tard. Une histoire colossale, extraordinaire. Modèle qui a disparu, manufacture qui a disparu. Elle est de retour, on aime ou on n'aime pas, mais t'as vu, je t'ai envoyé un truc bestial en 46 avec bracelet synthétique. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien les couleurs. Oui. Le mix orange et blanc, je trouve que ça donne vraiment bien. Par contre, je la trouve pas lisible. Et la forme du boîtier a le mérite d'être originale, mais ne me fait pas rêver. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de chiffres, d'index, voilà, on sent un côté vintage, mais voilà, c'est pas. Et en plus en 46, la Breitling, c'est la seule montre que j'ai aussi grande. Sinon, je m'arrête, il y a 43, 44. Oui. Donc voilà, pas Donc t'es pas, intéressant, mais pas ma ouais, cam, comme tu dis. t'es pas emballé. Le fait de savoir que c'est une montre, c'est une marque, pardon, ancestrale, qui se vante, pas dans le mauvais sens, mais en tout cas dont une partie de la communication s'exprime sur le fait que c'est la seconde manufacture suisse la plus ancienne du marché. Le fait qu'il y ait cette dimension historique, qui est fort également chez Breitling, ça t'émeut ou là tu n'intègres que le design et le look qui t'intéresse pas plus que ça? Voilà, par rapport à la marque en elle-même, c'est une marque que je ne connaissais pas. Mais c'est sûr que c'est le genre de détail, c'est pas ce qui va me faire acheter une montre, mais c'est des petits détails que je vais aimer expliquer quand on va me demander de parler de ma montre. Ouais. Mm. Donc voilà. Bah écoute, j'irai voir un petit peu ce que fait cette Ouais. marque. Je vous invite à le faire, les amis, c'est intéressant. Bon, là, on a vraiment une montre de plongée dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que l'aiguille des heures, on la voit quasiment pas, elle est toute petite là. Là, la montre affiche 10h10 et tout est mis dans l'aiguille des minutes avec la lunette qui est réglable avec la couronne à 14 heures. On est vraiment dans la montre de plongée. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Kader? Euh, je mettrais 5. 5 sur 10? 5 parce que je suis neutre, voilà. Voilà, voilà. Ok, bon. On enchaîne sur la suivante. La plus connue, Jagger, plus ouais, Polaris. consensuelle, une Gégère Lecoultre Polaris chronographe. Bon, étanche à 100 mètres, c'est un peu juste quand même pour une montre qui prend le nom d'une expédition comme ça polaire il y a plus de 100 ans, mais c'est ainsi que sont les choses. 42 mm, voilà, plus classique. Qu'est-ce que tu en penses? Là, par contre, au niveau design, j'adore. Ah oui? Peut-être parce que c'est plus classique, ça passe partout. Et puis bon, la marque, évidemment, je la connais. La Polaris, c'est un de leurs best-sellers en plus. Donc ça, j'aime beaucoup. Les boutons poussoirs qui ne sont pas ronds, je trouve que ça s'intègre vraiment bien. Comme tu dis, étanche à 100 mètres pour une montre marquée Polaris, euh, c'est c'est un peu dommage. Maintenant, je sais pas si j'irais dans l'eau, de toute façon, si j'avais une Jaeger-LeCoultre au poignet, quoi. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et avec ta Breitling, tu vas dans l'eau? Elle est étanche à 300 mètres, mais je vais pas dans l'eau Eh avec. ouais, ben voilà.
Voilà. Alors, Je vais avec mon aquaresseur, par contre, mm, dans l'eau. ouais, c'est bien, c'est bien. Bah, ça me fait penser à Sébastien qui était passé sur la chaîne, un des tout premiers Duel Time, et qui nous présentait sa Gégère Lecoutre euh, Deep Sea, Tribute to Deep Sea. Donc imagine le truc Deep Mhm. Sea, quoi, hein, étanche à 100 mètres. Là, c'était quand même un peu fort de café, quoi. Donc on va dire que ça, tu préfères. Oui, parce que c'est plus consensuel, hein, C'est ça, oui. bon, La lunette tachymétrique aussi, ouais. ça tire un peu vers la speed, même si c'est différent, mais voilà, ça me fait penser à ça en tout cas. Bon, c'est vrai qu'il y a des aiguilles assez proches de la speed, des index Mhm. blancs, mais bon, on n'est quand même pas dans le même domaine. Là, je comprends pas. Non. Personnellement, lunettes tachymétriques sur un truc qui s'appelle Polaris, bon, ok, c'est un chrono, donc on peut calculer une vitesse. Mhm. Bon, moi, je suis pas très fan, mais c'est toi qui votes, et c'est vous qui votez, les amis. Donc, tu lui mets combien de 0 à 10 Moi, je mettrais un 7. Un 7. Ouais. Attention, la pression monte, les amis. Alors, troisième modèle. Alors là, je suis revenu sur l'aérien, hein, la marque de fabrique quand même de Breitling. Là, on a une IWC Chrono en série limitée, le Petit Prince, cadran blanc, euh, Day Date. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça, j'aime beaucoup parce que j'adore le bleu. Le fond est juste magnifique ça la rend hyper lisible. Il faudrait l'avoir au poignet, 41 mm pour une montre typée aviation, peut-être un peu petit, mais par contre, ça doit passer super bien au poignet. J'aime beaucoup le cadran de gauche avec l'aiguille en rouge pour donner un petit peu de contraste et de vie au cadran. Ouais, Non, ça j'aime beaucoup. Le bracelet a l'air super beau et vraiment très mobile. Donc non, ça c'est vraiment pas mal, quoi. ouais, ça t'aimes bien. Je pense Ça qu'il j'aime y a, il bien. y a un mix de brossé et de polymiroir Mhm. également. Là, j'ai plus en tête la tienne. C'était une des dates, la Avenger? Une Juste une date, ouais. date. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses comme ça sur un chrono? Tu as trois sous-cadrans et là, t'as deux Mais guichets, date et jour de la semaine. Je trouve que ça ça charge un fait- peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, mais qu'elles sont. Le fait que les sous-cadrans, par exemple, l'index n'est pas très long. Moi, je trouve ça la laisse quand même très lisible. Beaucoup d'informations avec de la lisibilité. Mm, mm, C'est effectivement chargé mm, sans l'être. mm, mm. C'est un peu le contraire d'une Navy Timer où il y a beaucoup de choses sur le cadran, mais ça fait son charme. Mais ici, moi, je trouve que justement, c'est beaucoup d'informations et puis les stries dans les sous-cadrans sont très belles aussi. Donc non, ça c'est vraiment bien. Combien tu mets de 0 à 10 là-dessus? Ouais, 8,5 facile. 8,5. On autorise exceptionnellement les chiffres virgules. Donc 8,5 sur 10, c'est pas mal. Donc là, au rythme où t'es 5, 7, 8,5, c'est la dernière qui va gagner, hein. Mais Ah, moi, je n'en peut-être. sais rien. Donc là, là pour le coup, celle-ci, cette Breguet Type 20, là, on peut dire qu'elle fait partie des montres les plus historiques. Mhm. Il n'y a pas que Breguet, bien sûr, qui a fait des Type 20, hein. Il y a des marques françaises, il y a Dodan, notamment, qui a pu en faire. Alors, qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? C'est un peu difficile. 39, c'est un peu petit. Mais en termes de design, ça tire un peu trop vers le vintage par rapport à ce que j'aime bien. Euh, Bah, le c'est parce que guichet. le modèle si tu me permets, le modèle type 20, après type 21, etc. Mais quand tu vois le cadran, les aiguilles, Mhm. etc., ça a globalement pas changé, ou à très peu de choses par rapport à ce qui se faisait dans le temps. Certes, il y avait que deux sous-cadrans, là il y en a trois, mais sinon c'est les mêmes index, c'est la même couleur, c'est les mêmes aiguilles, c'est Mhm. les mêmes lunettes. Elle doit être très agréable à porter parce que 39 et titane, ça doit être ultra léger. Ouais. Euh, je sais pas, je suis un peu indécis sur celle-là. Qu'est-ce qui fait cette indécision? Si je te repasse là, je te repasse la IWC.
tu vois, où tu étais Mhm. très clair tout de suite sur la IWC. C'est vrai, les amis, en commentaire, vous nous direz, bien évidemment, mais là, je vous mets la IWC et là, je remets, vous regardez bien le cadran et je vous mets la Breguet. Bah, j'ai envie de dire quand même que la IWC est plus lisible que cette Breguet. Là, les trois sous-cadrans, en fait, ont des structures qui sont complètement différentes en termes de look, Ouais, en termes de ça design, brouille un en peu, termes ouais. d'index, et ça facilite pas la vie, quoi. Tu sais pas trop où regarder. Euh, La lunette aussi, je suis pas très fan de la lunette, l'alternance de points et de chiffres. Hmm. J'ai l'impression que ça la vide un peu. À la limite, j'aurais pas mis de points, j'aurais rien mis entre. Euh, je Ça te dirais chagrine, elle te chagrine cette montre. pardon? Elle te chagrine cette montre. Elle me chagrine, oui, parce que c'est quand même une marque qui a une belle histoire, etc. Mais voilà, il y a quelque chose il faudrait l'avoir sur un autre bracelet peut-être. Maintenant, voilà, je dirais, si je devais la coter, je dirais un 6 parce qu'en termes de design, je la préfère quand même à la première. Ouais. Mais, c'est tout en étant ce que j'aime bien, ça ne passe pas. C'est Non. bizarre. Si on récapitule, là, on revient. Donc la Favre-le-Bas, bon, à part un peu d'attrait de ton côté pour une forme de boîtier original, euh, et la couleur, hein, là on a un Mhm. orange flashy. Bientôt sur la chaîne, les amis d'ailleurs, on aura une Omega Seamaster Planète Océan 600M, justement avec les index, la lunette, le bracelet Orange. intégralement orange. Donc celle-là, tu lui mets 5 sur 10, cette Favre-le-Bas. Mhm. Là, Gégère Lecoutre, Polaris chronographe, tu lui as mis un 7. Mais bon, tu n'étais pas plus emballé que ça, quoi. J'ai l'impression que là, tu as voté pour la marque. Il y a un peu de ça, ouais. Ouais, Il y a un peu de ça. ok. Troisième, montre 7,5, la IWC. Je trouve qu'elle est pas cher payée par rapport à ce que tu as dit dessus, par rapport à la Gégère Lecoutre. Est-ce à dire que dans ton cœur, tu préfères Gégère Lecoutre à IWC? Non, c'est pas ça, c'est que je ne savais pas ce qui allait venir après. Ah, Alors je voulais pas mettre trop haut pour ne pas pouvoir mettre plus haut. ok. Et derrière, pour finir, on a la Breguet Type 20 en titane. Et là, tu lui as mis un 6, c'est C'est ça? ça, ouais. Donc, si on récapitule tout ça, on va être obligé de déclarer gagnant cette IWC en version Petit Prince, hein, c'est ça. Mhm. Elle n'aurait pas été Petit Prince, ça n'aurait rien changé pour toi, parce que on a vraiment le cadran de la montre d'aviateur Mhm. lancée en deuxième moitié de mémoire des années 50, hein, la marque 11, avec ce triangle à 12 heures, ces index très 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 lisibles, pas de chemin de fer des secondes. Il doit y avoir des index au Luminova extrêmement brillants. C'est tout ça qui t'a charmé. Oui, voilà. Et puis j'imagine avec un bracelet cuir, ça doit vraiment bien donner. Et le bleu aussi. Le bleu fait vraiment ressortir les index blancs. Je trouve qu'elle est équilibrée. Mm. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, Kader, que ce soit un modèle sur lequel tu te dises, tiens, why not, je vais regarder, pourquoi pas? Je regarde déjà tellement de modèles. Non, donc en fait, maintenant j'essaye d'établir les choses et les achats à long terme. Et j'essaie de ne pas me remettre des choses en plus dans la tête. Les choses sont établies sur ce qui va arriver, etc. Donc Bon, est-ce que voilà. tu peux nous faire saliver avant qu'on se quitte là? Qu'est-ce qui va arriver prochainement? Il y a déjà quelque chose de sûr? Oui, normalement la semaine prochaine devrait arriver une Omega Seamaster 300 Ouais. avec Quelle année? celle avec le fond blanc. Ouais. Voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien pour mes 40 ans, si c'est possible, la fameuse Speedmaster. Ouais. Faudra bien y passer un jour. Ouais. Et puis après, mais quelques années après, la Navy Timer, quand j'aurai trouvé une qui clope avec la taille, parce qu'une 46 mm pour moi c'est trop grand.
Voilà, qui a un beau cadran crème. Voilà, on va essayer de trouver ça. Eh ben, c'est super. Bien évidemment, tu seras bienvenu sur la chaîne pour nous raconter toutes ces histoires.